Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Emmanuel Ruben, auteur de ce livre, Méditerranéenne. Dans ce roman, il nous emmène sur les traces de ses ancêtres, originaires de Constantine, en Algérie. Bonjour Emmanuel Ruben. Bonjour. Votre roman retrace l'histoire des Juifs d'Algérie depuis le 19e siècle, à travers une famille juive qui se retrouve pour un dîner de Hanouka à Lyon. Pour toutes les personnes qui n'ont pas lu ce livre, que se passe-t-il ce soir-là à ce dîner? Alors c'est Samuel qui décide d'accepter l'invitation à retrouver sa famille dans la banlieue de Lyon pour ce dernier dîner de Hanouka 2017. Et il va écouter en fait les récits de sa famille comme il a l'habitude de le faire, sauf que ça fait en fait un peu de temps qu'il ne les a pas vus. Et le livre va se dérouler en fait presque pendant tout ce repas, sauf qu'à chaque fois qu'une femme de la famille va allumer une des bougies de Hanouka, puisque c'est le dernier dîner, on les allume toutes, eh bien, elle va prononcer une prière et raconter un des épisodes à la fois de l'histoire de cette famille et aussi de l'histoire de la France et de l'Algérie. Et donc ça va commencer en 1836 avec la prise de Constantine, la première tentative par l'armée française de prendre la ville de Constantine, et ça va aller jusqu'en 1997 avec l'enterrement de la grand-mère Mamie Baya. Pour tous nos téléspectateurs, est-ce que dans cette famille, la foi et la religion sont très présents? Oui, c'est une famille dans laquelle la foi est très présente. Je suis peut-être le moins religieux de ma famille, mais j'écris des livres et c'est aussi une manière finalement de rappeler cette histoire. Le livre est important, est très important dans le judaïsme, il est important aussi dans le protestantisme, puisque du côté de mon père, c'est une famille protestante. Donc je viens des deux religions du livre. Et c'est vrai, des deux côtés de familles très pratiquantes. Oui, le peuple du livre déjà, et puis le symbole qui traverse tout votre roman, c'est-à-dire cet objet, tout à fait, qui est la Hanouka, qu'on a là, et qui fait qu'en fait, on est dans la lumière. Est-ce que c'est une lumière, selon vous, que vous êtes en train d'allumer par rapport à vos origines? Oui, c'était important, ce thème de la lumière. Le livre se termine aussi par le mot « paix ». C'est important, c'est un symbole à la fois de lumière et de paix. Et là, on traverse les siècles à travers une menorah de Hanouka, c'est-à-dire une Hanoukia. Votre famille est originaire de Constantine, en Algérie. Expliquez-nous, pour vous, la différence entre les Juifs de Constantine par rapport à ceux d'Alger, par exemple. Alors, il faut savoir tout d'abord que Constantine était la ville la plus juive d'Algérie, puisqu'un tiers de la population... La Petite Jérusalem. Voilà, on l'appelait la Petite Jérusalem. Donc un tiers de la population de Constantine était juif. On a une blague, dans la famille c'était des Herbibes, on disait qu'avec les Herbibes, on remplissait la moitié des synagogues de Constantine, et des synagogues à Constantine, il y en avait une demi-douzaine, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et c'est vrai qu'à un moment, Samuel va vers le monument aux morts, et j'ai été frappé en rentrant dans la synagogue de voir les plaques avec les morts pour la France. Eh bien, on retrouve les mêmes plaques avec les mêmes morts pour la France à Constantine. Sauf qu'ici, on ne trouve pas de Zerbib, mais si on va à Constantine, au monument aux morts, que les Algériens ont laissé intact, eh bien, ça va être le nom le plus courant. Donc, beaucoup de Zerbib, qui est un nom d'origine berbère. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs de Constantine, pour l'essentiel, sont d'origine berbère. Je dirais que c'est un des aspects les plus essentiels par rapport aux Juifs d'Alger ou d'Oran, où on va trouver davantage de Juifs venus d'Espagne ou des Granats, comme on les appelait, c'est-à-dire les Juifs venus de Livourne. Vous évoquez justement, je vais rebondir là-dessus, la Carena,
qui est une mythique reine berbère dans votre roman. Oui, elle joue un rôle très important. Ce livre est un roman sur les femmes, il s'appelle Les Méditerranéennes. Et donc je voulais saisir l'image symbolique d'une femme dans l'histoire dont le rôle avait été important, notamment pour l'histoire de l'Algérie et pour l'histoire du judaïsme. Et cette femme, c'est la Kaïna ou la Kaïna, et elle a fédéré autour d'elle les tribus berbères, notamment la tribu des Zénètes, qui va donner le nom de famille Zénati, qui est aussi très courant dans cette région. Et elle va se battre contre l'islam et contre les Arabes qui arrivent au 7e siècle de l'ère chrétienne. Et en se battant contre ces envahisseurs, eh bien, elle va perdre la tête, elle va être décapitée. Elle sera décapitée sur la margelle d'un puits, un endroit qui s'appelle Bir al-Kaïna, qui n'a pas été tout à fait identifié, et sa tête sera envoyée au calife Abd al-Malik à Damas, et quand il va ouvrir les linges dans lesquels se trouve cette tête, il va dire « Après tout, ce n'était qu'une femme ». Je trouvais que c'était une manière aussi de venger toutes les femmes de l'histoire, toutes les femmes aussi de ma famille, et toutes ces femmes juives, de parler de cette Kaïna qui se serait convertie au judaïsme. Caïn donc vient de Cohen, hein, le prêtre ou le prophète, et parce qu'elle était considérée comme prêtresse ou prophétesse. Ça, ce sont les historiens arabes médiévaux qui nous le disent, mais on n'a aucune certitude, évidemment. Alors le livre, à chaque fois, eh bien, propose une version aussi différente de l'histoire de cette femme. C'est très très intéressant, surtout que ça vient dans votre livre dès la couverture. Bien sûr. Où il y a le profil de cette femme. Selon vous, qu'est-ce que les Juifs d'Algérie ont gardé et ont tout court comme empreinte française? Parce que quand on prend les Juifs d'Algérie, les Juifs de Tunisie, les Juifs du Maroc, avant tout, le Juif algérien se considère comme français. Les Juifs d'Algérie étaient devenus français avec le décret Crémieux en 1870, et à partir de ce moment-là, on leur a donné des prénoms français. Avant 1870, quand je remonte dans l'arbre généalogique, je trouve que des prénoms arabes ou berbères avec des jeunes femmes qui s'appellent par exemple Sultana, et on va trouver après des prénoms français. Le mari de ma grand-mère, mon grand-père, que je n'ai pas connu puisqu'il s'est suicidé pendant la guerre d'Algérie, eh bien, il s'appelait Roger Shalom Babou Attali. Donc il avait 3 prénoms, Roger le prénom français, Shalom le prénom hébraïque, et puis Babou le prénom arabe. Et donc on retrouvait ça chez beaucoup de gens avec des prénoms qui vont devenir de plus en plus français. C'était une manière de s'identifier à la France, c'était de choisir un prénom français. Après, cette histoire, c'est une histoire aussi très singulière parce que c'est une histoire qui a été fracturée avec... c'est ce que Benjamin Stora raconte très bien dans ses livres, hein, avec les 3 exils, puisque le décret Crémieux, d'une certaine manière, va exiler les Juifs de leurs frères arabes avec lesquels ils vivent mélangés. Il n'y a pas véritablement de ghetto, il y a un quartier, Karchara, dans lequel vivent en majorité les Juifs, mais ils sont quand même encore mélangés. La famille est mélangée avec la famille Kadour, qui sont des boulangers dans le livre. Et puis après, il va y avoir le deuxième exil. Et le deuxième exil, ça va être quand le décret Crémieux va être annulé par le régime de Vichy, par Pétain. Et ça va être un épisode traumatique, puisque à partir de ce moment-là, les Juifs d'Algérie vont perdre leur citoyenneté française. Et sur la carte d'identité de mon arrière-grand-mère, il était écrit à la ligne citoyenneté, à la nationalité, française était barrée, et il était écrit à la plume juive indigène. Donc ça a été très difficilement ressenti par les Juifs d'Algérie. Et puis ça va mettre beaucoup de temps à être rétabli. Ça a été décrit aussi dans un livre de Jacques Attali, L'année des dupes, 1943. Et puis ensuite, il va y avoir l'exil, évidemment. 1962, la perte du pays, la perte de l'Algérie. La plupart des Juifs d'Algérie vont
quitté l'Algérie en 1962. Et donc c'est une histoire qui est faite de ces trois exils. Et c'est ce qui distingue les Juifs d'Algérie des Juifs du Maroc et de Tunisie qui ont une histoire totalement différente. Vous êtes retourné, comme tout bon écrivain, sur les traces en Algérie de toute cette histoire. Pour vous, il y a des choses qui ont changé? Ah oui, c'était capital. Ça a été un bouleversement très important. J'ai choisi de faire le voyage. Personne dans ma famille n'était jamais retourné en Algérie. Je suis un des premiers à être né en France. J'ai décidé de faire le voyage. J'ai pu le faire. Je l'ai fait en janvier 2020. Dans le livre, Samuel le fait en décembre 2019. J'ai été très bien accueilli. On m'a dit plusieurs fois bienvenue chez vous. On m'a guidé dans les ruelles de Constantine, dans les ruelles de Karchara, le quartier juif, mais aussi dans les ruelles de la Souika, le quartier des pauvres musulmans. Ça a été un moment très troublant parce que j'avais une carte de l'époque et je me suis aventuré dans les ruelles à la recherche des maisons de mes ancêtres. Et je les ai toutes retrouvées. Et surtout, ça, je ne m'y attendais pas, mais à mesure que je me rapprochais de la maison où est né mon grand-père, de la maison où est née ma grand-mère, eh bien, mon cœur se mettait à battre plus fort. Donc ça, je ne m'y attendais pas. Ça a été un moment assez troublant. J'ai compris que je portais une partie de l'Algérie en moi. Et j'ai décidé de le restituer dans le livre à travers cet alter ego de Samuel, pour qui aussi le cœur bat de plus en plus fort à mesure qu'il se rapproche des maisons de ses ancêtres. Moi, par exemple, mes grands-parents viennent de Tunisie. Mon grand-père n'a jamais voulu y retourner. Ma grand-mère lui a demandé tout le temps. Et un jour, il a fini par y retourner. Et pendant 3 jours, il ne s'est pas arrêté de pleurer. Parce qu'il avait l'impression qu'il avait laissé que des bons souvenirs. Et qu'en y allant, tout d'un coup, il avait cassé ça. Moi, je comprends très bien le fait que ce soit impossible pour eux d'y retourner. C'est quelque chose que je respecte et que je comprends. Et donc, moi, je l'ai fait y retourner d'une autre manière, par la littérature, mais qui est une manière beaucoup plus douce. Et en effet, aller dans une ville qui serait comme une sorte de... Ce sont les derniers mots de Jacques Attali dans L'Année des Dupes. Je crois qu'il dit, voilà, une sorte de théâtre dans lequel on a passé et dont il ne reste plus que le décor. C'est ça. Et moi, ça ne peut pas me toucher au point... C'est-à-dire que ça ne peut pas, moi, me faire m'effondrer, en fait. Et je comprends très bien que pour eux, ce soit impossible. Par contre, si l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, demain, me demande d'aller en Algérie, je l'accompagnerai volontiers. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelque chose de Romain Gary, d'Albert Cohen, de très très fort et de très puissant et très profond dans votre récit et dans la façon dont vous venez de nous le raconter. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prenez soin de vous et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.